En urgent, les pays baltes sont sur la ligne de mire. Poutine a attendu le bon moment et a tout misé. Une décision décisive pour contrarier Trump. Les États-Unis donnent une réponse immédiate, une alliance superpuissante qui écrasera Moscou en un rien de temps. La Chine a inversé sa trajectoire. L'Ukraine est maintenant une priorité, un coup bas, un coup d'État au Kremlin. Les problèmes ont submergé Poutine. La chaise sous lui tremble et la rébellion frappe à la porte. Choc. L'Estonie se range du côté de la dictature, un traître au cœur de l'Europe. C'est arrivé. Les armes nucléaires sont en alerte. Un lancement est en préparation. Son issue pourrait s'avérer inattendue pour tous. Tout cela dans notre épisode Hellpoint en ce moment. Il y a effusion de sang dans les pays baltes. Poutine l'a fait. L'OTAN s'est retrouvée dans une position difficile et l'Occident observe nerveusement les développements. Tout commence par un train mystérieux. Dernière des nouvelles. En ce moment même, le corridor de Suwałki est explosif. Le point chaud de l'Europe. Les fantasmes du Kremlin ont atteint la limite de la folie. Moscou prépare un scénario qui pourrait changer la carte de la région. L'évacuation a déjà commencé et l'anxiété monte. Et la question est cruciale. L'Occident parviendra-t-il à agir de manière préemptive? Ensuite, tous les détails explosifs de cette opération. Ne le manquez pas. Les représentants des pays de l'OTAN, en particulier ceux d'Europe, et surtout des petits pays, doivent vraiment prendre le temps de réaliser exactement ce avec quoi ils jouent. Après l'Ukraine, les pays baltes, lorsque des Russes sont simplement expulsés de l'autre côté de la frontière, vous comprenez que ce sont des questions très graves qui affectent directement la sécurité de notre pays. Vladimir Poutine est une menace non seulement pour la sécurité de l'Ukraine, mais aussi pour d'autres États indépendants. Le ministère letton des Affaires étrangères a officiellement refusé l'autorisation à un avion transportant Poutine de survoler son espace aérien. La décision n'est pas qu'un simple geste diplomatique. C'est un rappel direct au Kremlin que dans le monde civilisé, Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Et immédiatement après cela, une nouvelle provocation du Kremlin. Des avions militaires russes ont violé l'espace aérien de la Lituanie. Des avions de chasse de l'OTAN ont été dépêchés pour intercepter. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international et de l'intégrité territoriale de la Lituanie. Cela confirme une fois de plus l'importance de renforcer la préparation des forces européennes de défense aérienne. Auparavant, des avions de chasse russes survolaient de l'Estonie. 2 autres avions de la Fédération de Russie sont apparus au-dessus de la plateforme pétrolière Pétro-Altique en mer Baltique. La Russie a intensifié ses provocations contre les pays de l'OTAN en septembre. Le Kremlin utilise systématiquement des formes hybrides d'agression. En 3 mois, la Russie produit autant de munitions que tous les pays de l'OTAN réunis en un an. Nous nous attendons à ce que le complexe militaro-industriel russe produise 1500 chars, 3000 véhicules blindés et 200 missiles cette année, Iskander. Et dans seulement 5 ans, la Russie pourrait être prête à entrer en guerre contre l'OTAN. Pour Poutine, la capture de l'Ukraine n'est pas le but, mais une étape. Ces plans impliquent de ressusciter la sphère d'influence soviétique, où l'indépendance des pays voisins n'est qu'un malentendu temporaire. Un malentendu, ces pays qui pensaient être les moins amicaux, qui avaient le plus de personnes déménageant. Ils ont voté à 56,32% pour Poutine. En Estonie, 75,22%. En Lettonie, environ 70,6% des personnes. En plus des provocations militaires, les Russes mènent diverses cyberattaques, sont des tentatives d'accès non autorisées à des systèmes informatiques ou à des données, souvent dans l'intention de causer des dommages ou de voler des informations. La Russie peut inventer des centaines de prétextes pour une invasion. Le Kremlin a déjà trouvé des récits familiers pour les pays baltes afin de justifier son invasion. Par conséquent, bien sûr, tout ce qui se passe maintenant en Lettonie est une tragédie. En fait, les mêmes ennemis sont présents là-bas. Ils déclarent ouvertement la libération des peuples frères, l'octroi de droits et de libertés supplémentaires, ainsi que le soutien aux russophones.
Et déjà aujourd'hui, dans les récits de la propagande du Kremlin, Narva est dépeinte comme une ville où les Estoniens oppriment activement les Russes. La langue russe n'est pas enseignée en tant que telle, pas même en option. Et c'est pourquoi je change de travail. Je vais dans un gymnase orthodoxe où la langue et la culture russe sont préservées. Le Kremlin a déjà défini des plans pour augmenter la production militaire et déployer des troupes supplémentaires le long de leurs frontières. Selon l'Institute for the Study of War, les responsables du Kremlin continuent d'utiliser les mêmes récits contre les pays baltes que la Russie a utilisés pour justifier ses invasions d'anciennes républiques soviétiques au cours des 3 dernières décennies. Le Kremlin continue de chasser les fantômes. La prochaine cible pourrait être le train de voyageurs Moscou-Kaliningrad qui traverse le territoire lituanien. Le Kremlin est tout à fait capable de l'utiliser comme prétexte à une invasion, soi-disant pour secourir des Russes assez pacifiques. Non, il n'y en a pas. On dirait une trilogie. Il y a de l'espoir et des problèmes. Il pourrait également organiser une provocation dans le corridor de Suwałki, à la frontière entre la Lituanie et la Pologne. Cette enclave est un véritable piège pour la Russie. C'est la voie d'approvisionnement la plus courte pour l'armée. C'est une voie terrestre à travers le territoire polonais, près de la ville de Suwałki. À l'ouest, on pense qu'en cas de guerre, la Russie voudra certainement percer à cet endroit. Un corridor pour approvisionner la région de Kaliningrad. Dans la vision du monde de Poutine, non seulement les pays baltes et l'Ukraine doivent se soumettre à la Russie, mais aussi une partie de la Pologne et de la Finlande. Si la Russie veut vraiment s'emparer des pays baltes, elle devra le faire très rapidement. La période menaçante, qui précède bien sûr une guerre, devra être minimisée autant que possible afin de ne pas révéler ses intentions. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie s'inquiètent de l'augmentation des dépenses militaires de la Russie. C'est pourquoi ils élaborent un plan d'évacuation massive d'1 million de personnes en cas d'invasion russe. Dans le même temps, ils croient fermement que l'article 5 de l'OTAN fonctionnera toujours. Nous avons cette conversation depuis février 2022, voire depuis mars 2014, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine pour la première fois et annexé la Crimée. Les États-Unis ne sont plus disposés à défendre l'Europe, comme je le dis, gratuitement. Ils veulent que les Européens fassent leur part du travail. Je pense que c'est juste. Bien sûr, ce n'est pas ça facile, car cela signifie devoir réduire les dépenses. Par exemple, moins de financement va à l'éducation, aux soins de santé et à la sécurité sociale. Mais en tant qu'État de première ligne, nous comprenons ce qui est en jeu. Et pour en revenir à l'article 5, les gens mentionnent souvent le mémorandum de Budapest en comparant les garanties de l'Ukraine et de l'OTAN. Mais il y a une différence, et elle est très significative. L'Ukraine n'est pas membre de l'Alliance. Et le fait que la Russie, oui, la vive opposition de la Russie à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à la réception des garanties de l'article 5 est pour moi une preuve en soi. L'article 5 fonctionne. Le scénario d'une frappe soudaine sur le flanc oriental de l'Alliance n'est plus un fantasme. C'est devenu une question de temps et de la volonté de l'Occident de répondre. La Lettonie a renforcé ses règles d'immigration. Les Russes qui ont échoué à l'examen parce qu'ils n'ont pas soumis leurs documents pour obtenir le statut de résident permanent de l'UE à temps en Lettonie sont tenus de quitter le pays. De plus, à partir du 1er novembre, il sera interdit d'effectuer des transports irréguliers de passagers en bus de la Lettonie vers la Russie et la Biélorussie. À la frontière avec la Russie, la restauration des marais et des tourbières commencera à créer une barrière naturelle en cas d'agression. Pour l'instant, l'OTAN reste convaincue qu'un conflit ouvert avec la Russie peut être évité, au moins tant que le Kremlin est préoccupé par la guerre contre l'Ukraine. Cependant, l'histoire nous enseigne ce qui semblait impossible hier peut devenir réalité aujourd'hui. Un soutien urgent est venu d'où on l'attendait le moins. La Chine a frappé durement la Russie et a joué ses cartes à sa manière. Poutine a été encerclé de tous les côtés. Trump est en tête. Il semble que la Chine et Washington aient pris une direction commune et envisagent d'arracher Kiev à l'emprise de Moscou. Une rencontre fatidique qui a tout changé. Le Kremlin perd son pouls.
Les Alliés font un pas qui pousse la Russie au bord du gouffre. Quelle sera la prochaine étape de ces deux puissances? Et Poutine devrait-il déjà se préparer à la capitulation? Nous en parlerons dans un instant. Donald Trump a rencontré Xi Jinping en Corée du Sud dans le cadre de sa tournée Indo-Pacifique. Les principaux sujets de la réunion étaient pour baisser les barrières commerciales entre les pays et bien sûr la guerre russo-ukrainienne. Ils ont ensuite établi un cadre à plus long terme pour le dialogue politique, ce qui est en principe un aspect très positif de cette réunion. À la suite de la réunion, les parties ont convenu de réduire le tarif de 20% à 10%. Ce tarif s'applique aux marchandises chinoises liées au fentanyl, un analgésique opioïde synthétique. Le niveau global des droits américains atteindra 47%. Les problèmes fondamentaux sous-jacents au conflit entre les États-Unis et la Chine ne disparaissent pas bonsoir. Et ces questions très importantes incluent le sort de l'île de Taïwan et la possibilité d'imposer des tarifs douaniers sur les marchandises chinoises ainsi que l'achat de pétrole russe. Trump a déclaré diplomatiquement que ces questions n'avaient pas été soulevées. Mais dans de tels cas, en règle générale, lorsqu'aucun accord n'est conclu, qui dit que nous n'en avons pas parlé? Les accords concernant l'Ukraine ont été moins productifs, malgré le fait que, selon le président américain, l'Ukraine a été longuement discutée. Au début, Trump voulait persuader Xi de réduire le soutien à la Russie afin que Poutine accepte de mettre fin à la guerre. Il n'a pas été annoncé si les parties étaient pas parvenus à un accord à cet égard. Un dialogue stratégique de coopération a été établi entre la Russie autoritaire et Pékin autoritaire. Et pour risquer cela, en échange de cela, il doit recevoir quelque chose de plus élevé et de plus significatif, quelque chose qui correspond au niveau élevé des relations entre l'Amérique et Pékin. Étant donné qu'à l'heure actuelle, la relation ressemble davantage à la logique des actions de désescalade dans la sphère commerciale et économique. Je ne dirais pas qu'entre Washington et Pékin. Donald Trump a attribué à la réunion une note de 12 sur 10. Au fait, c'était la première réunion des dirigeants. En examinant les relations entre les États-Unis et la Chine au cours des 6 dernières années, nous pouvons constater qu'il y a eu une variété d'événements importants, de changements et d'évolutions qui ont influencé la manière dont ces deux pays interagissent l'un avec l'autre. Pendant plusieurs années, Trump y a déclaré, exprimant systématiquement ses opinions sur le sujet dans des interviews et des déclarations publiques, rendant sa position claire à la fois à ses partisans et à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, au sujet d'une visite en Chine au printemps de l'année prochaine. Après cela, il y aura une visite de retour du dirigeant chinois aux États-Unis. La guerre a urgemment et définitivement cloué la Russie au sol. L'emprise de Poutine sur le pouvoir lui glisse entre les doigts. C'est un signe. Le trône tremble. Des rébellions contre la dictature ont éclaté dans une explosion brillante. La vidéo du dictateur a été sapée. Le coup de grâce est sur le point de se produire. Choc. Tout le monde en parle. Le temps de Poutine est révolu. Le commandement militaire est en train de perdre le contrôle. Un processus irréversible a été mis en marche. Ce que le dictateur a construit est en train de s'effondrer. Tous les détails à ce sujet se trouvent dans le rapport. Ensuite, pendant près d'un quart de siècle, Vladimir Poutine a construit un système de pouvoir personnel en Russie, un État totalitaire où toute dissidence est punie pour instaurer la peur et cimenter le régime. Mais aujourd'hui, ce monolithe commence à se fissurer. Le dictateur russe panique, craignant de perdre le contrôle de la Russie. Comme l'écrit le Télégraphe, l'habitant du bunker protège méticuleusement son régime contre toute menace. Récemment, le FSB a accusé Mikhail Khodorkovsky et 22 autres membres du comité russe anti-guerre de préparer un coup d'État. Selon le service de sécurité, l'organisation prévoit prétendument une prise de pouvoir violente et le renversement de l'ordre constitutionnel. Cela nous indique que le Kremlin est paranoïaque. Poutine cherche des ennemis afin d'essayer de renforcer son régime.
John Herbst, directeur principal du Eurasia Center à l'Atlantic Council et ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Après avoir passé 10 ans dans une prison sibérienne, Khodorkovsky a été libéré en 2013 et s'est enfui en Europe où, en 2022, il a fondé le comité anti-guerre. Dans une interview accordée au Télégraphe, il a déclaré que les accusations du FSB reflètent la peur du Kremlin face à l'avenir et à la question du transfert de pouvoir. Qu'avons-nous en Russie? Un premier ministre que personne n'a élu. Il a été nommé par Poutine. Des tribunaux nommés par Poutine, un parlement dont les sièges ont été attribués à la suite d'élections truquées et dont personne ne croit à la légitimité. Mail Khodorkovsky, entrepreneur et publiciste russe. Il se fiche des libéraux qui ont fui après avoir été castrés. Ils n'ont pas peur du tout. Ils n'ont pas peur les uns des autres, des mêmes types de prédateurs, ceux qui se promènent autour de vous, vous sourient au visage tous les jours et jurent fidélité. Ce sont ceux qui peuvent, au moins. Et Poutine le sait parfaitement bien. Et l'histoire des médias podjians, même si ce n'était qu'un spectacle, a clairement démontré que personne n'allait le protéger. Ni la garde nationale, ni la police, ni les simples soldats, ni les généraux. Personne ne s'en soucie. Personne n'en a rien à foutre. Et c'est pourquoi Poutine a peur. Et en effet, la peur devient le mot-clé. Le dictateur est acculé et la situation économique ne fait qu'accroître l'anxiété. Le ministre russe de l'économie, Maxime Rachetnikov, a admis que le pays est au bord de la récession. Le système bancaire étouffe sous les dettes des entreprises de défense. Selon l'analyste de Harvard, McRae Kennedy, 146 milliards de dollars de prêts ont été accordés par des entreprises de l'industrie de la défense sans garantie. Et maintenant, cette bulle pourrait éclater à tout moment. De plus, les drones ukrainiens ont détruit plus de la moitié des raffineries de pétrole russes, obligeant la Fédération de Russie à faire face à d'énormes files d'attente. Il y a des pénuries de carburant et de longues files d'attente dans les stations-service, et les nouvelles sanctions concernant ANA n'ont fait que s'intensifier. Le coût. Donald Trump a imposé les restrictions les plus sévères depuis le début de la guerre. Les géants Ross et Lucille ont été touchés. Maintenant, la Chine et l'Inde réduisent leurs achats de pétrole russe. Près de 3 millions de barils par jour sont menacés et, avec eux, la moitié des revenus du Kremlin. Mais Poutine craint non seulement les menaces internes, mais aussi les menaces externes. Le dictateur amasse un système de défense aérienne toujours plus important autour du Kremlin. Il existe déjà 5 couches de défense autour de la capitale. Les systèmes S-300 et S-400 sont importés de toutes les régions. Chaque voix compte. Rejoignez notre communauté. Soutenez le journalisme indépendant et aidez-nous à vous apporter la vérité depuis l'Ukraine. Devenez membre d'Ukraine aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant. Incroyable, l'Europe est sous le choc. L'Estonie s'est retrouvée au centre d'une importante révélation. Routes secrètes, sociétés écrans, navires sans pavillon. Tout cela sert la flotte fantôme de la Russie, qui fournit des ressources à Poutine malgré les sanctions. Un pays qui pendant des années était appelé un bastion de la démocratie est maintenant sous suspicion. C'est une fissure dans les fondations mêmes de l'unité occidentale. Comment est-ce arrivé? Nous le découvrirons dans un instant. L'Estonie a été l'un des premiers à déclarer haut et fort le régime de Poutine comme terroriste. Cette guerre en Ukraine n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Europe, contre le monde occidental tout entier. Mais les hommes d'affaires estoniens coopèrent calmement avec les entreprises et les oligarques sanctionnés qui financent généreusement la guerre contre l'Ukraine. L'une d'entre elles est la fille de l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoigu. Dire qu'il va m'aider, il m'aide toujours. Je peux lui demander quelque chose, mais il ne peut pas répondre. La principale source de revenus est le transport et la logistique. Aucun des entrepreneurs initiés vérifiés par la publication ne possède la citoyenneté russe. La société Atlas Chain, qui s'occupe de logistique de fret, a gagné environ 2,5 milliards de roubles en 2024. J'aime vraiment ça.
Le fondateur et copropriétaire, le citoyen estonien Oleg Kraus, s'est trouvé un partenaire très influent en 2020. La fille du ministre russe de la Défense de l'époque, Senior Shoigu, par le biais de la société Capital Perform. Dans le même temps, Kraus était un associé gérant dans un autre des projets de Senior, MedPoint 24, qui s'occupait des examens médicaux des chauffeurs de taxi. Nous ne pensions pas que ce serait un grand succès. Kraus voyageait librement entre la Russie et l'Estonie sans aucun contrôle. Le nom de Chius, il fournissait un couloir vert. Cependant, lorsque son père a perdu de l'influence et a été renvoyé, Atlas Chain a fait faillite. Au cours des 2 années qui ont suivi l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Atlas Chain a versé 242 millions de roubles d'impôts au budget russe. Les sanctions sont des sanctions, mais les affaires doivent continuer. Tout un réseau d'entreprises de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie a activement aidé le Kremlin à s'enrichir. Le Fast Bunkering Group était impliqué dans le stratagème. Il fournissait du carburant aux pétroliers de la flotte bleue russe par l'intermédiaire de 2 sociétés de ravitaillement. Parmi ceux-ci, au moins 159 sont les mêmes navires qui ont visité de manière suspecte et fréquente les ports russes. Les sociétés ont été enregistrées sous des sociétés écrans. L'enquête a révélé que la société Fast Banker Tintradi avait un contrat avec la société biélorusse NNK qui est liée à l'oligarque Mykola Vorom, qui est sous sanction. Les produits pétroliers de NNK ont été importés dans l'UE en utilisant des codes douaniers falsifiés. Ensuite, les marchandises ont transité par les ports d'Estonie et de Lettonie. À ce moment-là, officiellement, aucun des navires n'était sous sanction. Cependant, par la suite, certains d'entre eux sont apparus sur les listes de sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni. Les sociétés de soudage doivent effectuer des vérifications approfondies, tenir une documentation transparente et se conformer à toutes les normes juridiques. En Finlande, 31 pétroliers russes fantômes traversant le golfe de Finlande ont été recensés en une seule semaine. Et ce n'est pas un incident isolé. En un an seulement, d'avril 2023 à avril 2024, au moins 300 ravitaillements de ce type ont eu lieu près des côtes de Malte, de Grèce, d'Espagne, des Pays-Bas et d'autres pays européens. La mer Baltique et la Méditerranée se sont essentiellement transformées en marché de carburant pour la flotte de contournement des sanctions du Kremlin. Une petite compagnie d'assurance de Nouvelle-Zélande a également aidé à transporter du pétrole de Russie et d'Iran. Elle assurait près d'un pétrolier sur 6 de la flotte fantôme de la Russie. Cette société a transporté du pétrole et des produits pétroliers d'une valeur de 35 milliards de roubles. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de nombreux participants de la flotte noire que nous surveillons, qui sont des acteurs majeurs dans leur secteur. Une enquête sur les activités de ces 2 sociétés a déjà commencé et des perquisitions ont été menées dans leurs bureaux. Mais malheureusement, les complices du régime du Kremlin dans les pays baltes et au-delà continuent de gagner des roubles tachés de sang. Ils profitent du pétrole et du gaz bon marché de la Fédération de Russie, finançant ainsi la guerre sanglante en Ukraine sans se rendre compte des conséquences. Alors que la guerre se rapproche de plus en plus d'eux. Exclusif. L'Asie centrale échappe au contrôle du Kremlin, et c'est un véritable tremblement de terre géopolitique. Les partenaires de Moscou à l'Est se retirent un par un. Le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan ne considèrent plus la Russie comme un pilier de soutien. Washington l'a clairement senti. Trump agit de manière décisive. Les nerfs sont à vif à Moscou et les analystes du Kremlin tirent la sonnette d'alarme. La région, qui pendant des décennies a été considérée comme leur arrière-cour, s'éloigne rapidement. Dans le reportage suivant, ne manquez pas tous les faits étonnants à ce sujet. Donald Trump a invité les dirigeants d'Asie centrale à un sommet aux États-Unis. La réunion aura lieu au format C5+1 à Washington. Et de cette façon, nous voyons comment les États-Unis et la Chine tentent de diviser le monde et la Russie ne s'inscrit pas dans cette équation. Le 6 novembre, les dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan,
du Turkménistan et de l'Ouzbékistan arriveront dans la capitale américaine. Les États-Unis tentent actuellement de renforcer activement leur influence et leur présence dans une région qui, pendant de nombreuses années, a été considérée essentiellement comme une sphère d'influence russe. Il convient de noter que l'Asie centrale est coincée entre la Russie et la Chine et est économiquement dépendante de ces deux grands États voisins. À l'heure actuelle, elle tente d'équilibrer sa politique étrangère en déclarant une approche multivectorielle. Cela concerne un large éventail d'investissements, ainsi que l'accès à diverses opportunités, au marché américain, aux projets énergétiques et technologiques, et bien sûr, la coopération dans le domaine important et en constante évolution de la sécurité. Ces sujets sont tous cruciaux pour notre partenariat et notre collaboration en cours. Pour les pays d'Asie centrale, il ne s'agit pas seulement d'une visite de protocole. À mon avis, c'est une opportunité d'équilibrer entre les principaux centres de pouvoir. Et aucun de ces États ne veut vraiment finir par être totalement dépendant de Moscou ou de Pékin. Et, maintenant, il montre clairement une volonté de jouer un rôle plus indépendant. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, a déjà envoyé à Trump une lettre exprimant sa sincère gratitude pour l'invitation. Il a qualifié la réunion d'opportune. Tokayev a noté qu'il partage les principaux objectifs de la politique intérieure et étrangère du président américain, en particulier la défense des valeurs traditionnelles fondées sur les principes du bon sens, ainsi que l'engagement du dirigeant américain à protéger la paix et la sécurité. Le Kazakhstan recherche également activement des alternatives dans sa politique étrangère. Le président Tokayev comprend clairement que si la Fédération de Russie parvient à atteindre l'un de ses objectifs en Ukraine, alors le Kazakhstan pourrait dans un avenir prévisible devenir l'une des victimes potentielles les plus importantes de la politique expansionniste en cours du Kremlin. Il est rapporté que l'invitation de l'Ukraine a été précédée par l'arrivée en Asie centrale de l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, Siri Ohora, et du secrétaire d'État adjoint Christopher Landau. Je ne pense pas que ce sera un processus très rapide. Nous devons comprendre cela. Après tout, ces pays sont depuis longtemps dans la sphère d'influence de la Russie, et ce n'est que récemment que la Chine a progressivement augmenté et élargi sa présence dans cette région. Cependant, les États-Unis, en tenant compte de leurs diverses capacités et ressources, peuvent avec le temps progressivement gagner ces pays à leur cause. Je pense que ces pays peuvent se positionner comme des nations qui poursuivent une voie de développement multivectoriel sur la scène internationale. Et disons que personne ici ne pourra faire de réclamation contre eux. Cette semaine, des membres du Congrès américain ont appelé Donald Trump à organiser un sommet cette année avec les dirigeants des pays d'Asie centrale afin de faire progresser les objectifs stratégiques des États-Unis dans la région, notamment la coopération en matière de sécurité, les liens économiques, la puissance douce et la bonne gouvernance. Ce sera le deuxième sommet dans ce format. Le premier a eu lieu en 2023 à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est arrivé à nouveau. Juste au moment où le monde commençait à se détendre un peu, le Kremlin a sorti son jouet nucléaire, le missile Burestik, de son arsenal poussiéreux. À Washington, il a déjà été surnommé « Tchernobyl volant ». Cette arme est si dangereuse qu'elle constitue même une menace pour la Russie elle-même. Le dictateur tente d'effrayer l'Occident en appuyant sur le bouton et en agitant son atout, mais l'effet a été inverse. La peur s'est retournée contre lui. Il y a eu une explosion de réaction à la Maison-Blanche. Trump a immédiatement fait une déclaration ferme. Ne manquez pas les premiers détails à venir. Le Kremlin s'est une fois de plus vanté de sa super arme. Une autre arme sans équivalent pour l'intimidation et la propagande. Il n'y a pas assez d'essence. Les usines brûlent. Le pays est dans un désordre financier complet et ainsi de suite. Pourtant, ils continuent d'essayer de tester une sorte de super-arme. Une autre de leurs soi-disant armes miracles. Cette fois, ils ont sorti le missile nucléaire Burevestnik pour que le monde le voie, et cela a été fait personnellement.
Poutine a dit que, soi-disant, ils avaient terminé les essais de ce missile de croisière nucléaire, bien sûr, avec succès. Après tout, c'est un missile unique que personne d'autre au monde n'a. De plus, je me souviens très bien, assez vivement en fait, du moment où nous avons officiellement annoncé au public que nous développions une arme aussi puissante et avancée. À cette époque, même les spécialistes et les experts de haut niveau, très expérimentés et exceptionnellement qualifiés dans le domaine, m'ont dit directement que l'objectif était en effet bon, noble et digne d'être poursuivi. Mais dans un avenir historique proche, c'était inatteignable et maintenant, les tests décisifs ont été achevés. Les essais du Boravénik lui-même se seraient déroulés le 21 octobre selon le rapport de Gerasimov. Les résultats étaient censés inspirer la peur. Pendant le vol des missiles, toutes les manœuvres verticales et horizontales spécifiées ont été effectuées. Ainsi, ces hautes capacités ont été démontrées pour contourner les systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne. Combien de milliers de kilomètres? 14 000. Et combien de temps est-il resté en l'air? Eh bien, environ 15 heures. Et ce n'est pas la limite. Évidemment, c'est ainsi que le pays terroriste réagit aux sanctions imposées par les États-Unis. Et cela semblerait menaçant, si ce n'était d'une nuance. Ce sont les Russes eux-mêmes qui devraient avoir peur. Le bureau de By the Way n'est pas du tout un nouveau missile. Son développement a commencé en Russie en 2001. Cependant, il n'a été annoncé au monde que par Poutine en 2018. À cette époque, il affirmait que la portée du Burevestnik était illimitée et que sa trajectoire de vol pouvait être imprévisible. Il aurait valu la peine de préciser quelles pourraient être les conséquences de son lancement. Après tout, ce n'est pas pour rien. Aux États-Unis, le missile Burevestnik a gagné le surnom de Tchernobyl, volant en raison des préoccupations généralisées concernant son moteur à propulsion nucléaire, qui rappelait à beaucoup les dangers et les risques environnementaux associés à une catastrophe nucléaire de Tchernobyl. S'il est abattu, s'écrase ou subit une catastrophe, une vaste zone sera contaminée. Une ville assez grande, et personne ne veut ça. Les Américains avaient déjà abandonné ce projet anti-environnement à l'époque. Le Kremlin se fichait des conséquences. Le développement a donc continué. Mais une catastrophe s'est quand même produite. Rappelez-vous, il y a eu une explosion à Nanaka, une explosion nucléaire. Nucléaire incertain, mais une explosion nucléaire, après laquelle les niveaux de rayonnement à Severodvinsk ont grimpé en flèche. Et maintenant, ils disent que cet incident s'est produit en 2019. C'est alors que le test s'est terminé par une catastrophe radioactive. Des employés de Rosatom et du ministère de la Défense ont été tués. Cependant, c'est loin d'être la première et pas la dernière fois que les essais de missiles nucléaires se sont déroulés, loin de ce qui était prévu. Juste en septembre de l'année dernière, le même soi-disant Sarmat sans équivalent a explosé lors d'un lancement de silo. Les images satellites à l'époque ont enregistré de graves dommages au complexe de lancement. Et sur le site du silo de lancement, il y avait un énorme cratère. Pour en revenir au Burevestnik, jusqu'à présent, il y a eu des rapports de 13 essais de missiles. Parmi ceux-ci, un seul est considéré comme réussi. À ce moment-là, le missile a volé sur 35 km et le vol le plus long du Burevestnik n'a duré que 2 minutes. C'est précisément à ce moment-là qu'il a parcouru ces 35 km. Dans le même temps, le Kremlin n'a bien sûr jamais manqué une occasion de se vanter d'essais réussis sans aucune preuve. Poutine lui-même a revendiqué un vol réussi du Burevestnik et en octobre, l'année est 2023. Tout cela, bien sûr, était accompagné uniquement de mots. Aucune action réelle n'a été entreprise, seulement des déclarations et des discussions qui n'ont jamais abouti à rien de concret. Donc, même s'ils parvenaient à le faire fonctionner, même si leurs efforts réussissaient d'une manière ou d'une autre, il faut se demander quel est l'intérêt d'un seul missile comme celui-là. Quel impact réel pourrait-il avoir compte tenu de la situation générale et des nombreux défis qui restent? Trump a réagi instantanément aux affirmations concernant les essais du Burevestnik et n'a pas été impressionné par le club nucléaire.
Au contraire, il leur a rappelé qu'il y a un sous-marin nucléaire stationné au large des côtes russes. Et il a exhorté Poutine à se concentrer sur la fin de la guerre qu'il a déclenchée contre l'Ukraine plutôt que sur les essais de missiles. Je ne considère pas ce que dit Poutine comme approprié. Il devrait mettre fin à la guerre. Une guerre qui était censée durer une semaine, mais qui en est maintenant à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire au lieu de tester des missiles. Mais le Kremlin n'a pas l'intention d'arrêter ses jeux nucléaires. Au contraire, il menace même que le missile sera bientôt mis en service dans l'armée russe. Poutine a ordonné des préparatifs pour le missile. On s'attend à ce que cela puisse se produire dans 2 ans, c'est-à-dire en 2027. Mais y a-t-il réellement quelque chose à déployer? C'est tout pour moi, pour le moment. C'était moi, Darina Hutakalo. Encore plus de nouvelles infernales dans notre prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». À bientôt!